Serait-il possible de maîtriser le hasard? Logiquement, non, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui est aléatoire. Mais par contre, on peut en donner l'illusion. Et ça permet de faire des tours de magie assez étonnants. J'ai donc décidé de consacrer intégralement ce 8e numéro du Mag Magique à ce sujet précis, l'illusion de la maîtrise du hasard. Au sommaire, on va parler des effets magiques de coïncidence et de contrôle du hasard. Je vous expliquerai ensuite plusieurs méthodes pour gagner à pile ou face. Et enfin, je vous présenterai quelques pièces originales du style oui-non pour vos prochains tours de magie. Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La Magie sous un autre angle, et on se retrouve tout de suite après le générique. Une coïncidence se produit lorsque deux événements peu probables se réalisent dans le même moment. En magie, on pense tout de suite aux cartes, par exemple quand deux spectateurs choisissent la même carte ou des cartes jumelles. Mais il existe de nombreux effets magiques de coïncidence qui utilisent d'autres accessoires comme des dés, des pièces ou même des flèches, des fléchettes. En gros, on retrouvera ici tous les tours où le hasard semble intervenir. Et ce qui rend l'effet magique, c'est justement cette faible probabilité que les deux événements se produisent en même temps ou d'affilée. Et plus la probabilité semblera faible, plus l'effet sera magique. Par exemple, si deux spectateurs choisissent la même carte parmi 4 différentes, c'est un peu trop facile, ça marchera naturellement une fois sur 4 en moyenne, il n'y a rien de magique là-dedans, la chance suffit. Alors que parmi 52 cartes, c'est déjà beaucoup plus surprenant, parce que plus rare. Et si la carte de l'un se retrouve au numéro choisi par l'autre, c'est encore plus magique, vous voyez. Il faut donc que les spectateurs soient persuadés que ce qui vient de se produire avait tellement peu de chances de se réaliser que ça ne peut pas être possible en fait, ça tient du miracle ou de la magie. Alors qu'en réalité, le magicien il va généralement pas compter sur la chance pour que le tour fonctionne, il va plutôt faire en sorte que la coïncidence se réalise à tous les coups, à l'insu du public bien sûr. Et pour ça, il va utiliser plusieurs stratagèmes, un contrôle de cartes, un forçage, un accessoire truqué, le baratin aussi, peu importe. Donc l'illusion, ici, elle va consister finalement à jouer sur le ressenti de hasard par le public. Le magicien va faire croire au spectateur que cette fameuse probabilité était extrêmement faible, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et dans les tours où la probabilité est relativement élevée, c'est-à-dire par exemple une chance sur 2 ou une chance sur 3, là il va falloir répéter l'expérience pour qu'elle devienne magique. L'effet magique s'agrandira à force que les coïncidences s'enchaîneront. Le magicien peut aussi jouer sur le suspense ou sur l'enjeu de l'expérience. S'il y a un risque à se tromper, l'adrénaline et l'impact du tour seront grandement amplifiés. Concernant les méthodes ou les trucs employés, vous remarquerez que les effets de coïncidence se rapprochent souvent des effets de prédiction en fait, dont on parlera d'ailleurs un peu plus tard sur la chaîne. On utilisera des forçages, des contrôles de cartes, etc. Mais il y a en réalité une différence fondamentale entre les effets de divination et les effets de coïncidence dans leur présentation. Dans les effets de divination, le magicien il donne l'illusion qu'il connaissait à l'avance le choix que le spectateur allait faire, c'est une vision du futur. Alors que dans les effets de coïncidence, il n'a pas fait de prédiction. La coïncidence, elle se produit maintenant sans avoir apparemment été prévue à l'avance. Vous verrez que dans certains tours, cette différence semblera pas si nette que ça, mais elle tient finalement beaucoup plus de la présentation du numéro que des trucs vraiment employés, comme souvent. Et de toute façon, vu du spectateur, le ressenti va être complètement différent. C'est pas plus magique ni moins magique, c'est juste différent. On n'a pas prédit le futur, il vient simplement de se passer une coïncidence plus ou moins impossible. Le magicien a plusieurs manières de présenter un effet de coïncidence. Et selon la présentation qu'il va en donner, le public va le ressentir vraiment de manière complètement différente. La première possibilité, ça va être de présenter ça juste comme une coïncidence. C'est-à-dire que le hasard a bien fait les choses, c'est une simple curiosité, c'est pas forcément très magique, mais ça peut être amusant. Une deuxième façon de faire serait plutôt de présenter ça comme un test de compatibilité entre les spectateurs qui participent au tour. Dans ce cas, la coïncidence, elle n'est pas vraiment liée au hasard, elle est plutôt liée au destin. Il était écrit quelque part dans les lignes du temps que les deux spectateurs allaient choisir la même carte, par exemple. Dans ce cas non plus, le magicien n'est pas responsable de la magie qui vient de se produire. On peut dire qu'il en est un peu le vecteur, mais c'est tout. Et enfin, il peut prétendre que la coïncidence est de son fait. Il a réussi à contrôler le hasard pour aboutir à la coïncidence. Dans ce cas, la magie viendrait de lui. Donc encore une fois, je le dis et je le répète sur la chaîne, mais la présentation du tour va avoir un impact énorme sur la manière dont le spectateur va ressentir l'effet magique. Parmi les grands classiques, on peut déjà citer tous les tours de cartes faisant intervenir un apparent hasard, comme les arcanes par exemple,
ou certains tours de dés, ou de pile ou face avec les pièces. On peut citer aussi les effets de dans quelle main. Le spectateur cache un objet dans l'une de ses mains, et le magicien va deviner laquelle à chaque fois. Même si ces tours-là peuvent aussi être présentés comme des effets de lecture de pensée en mentalisme, donc sans intervention du hasard dans ces cas-là. La présentation, toujours la présentation. Pour rester dans le mentalisme, on peut citer aussi les tours de roulette russe et leurs variantes. Par exemple, la planche clouée parmi 3. Donc vous avez 3 planches, il y en a une qui a un clou. On les recouvre avec des gobelets ou des sacs en papier, et puis le magicien va écraser au fur et à mesure. Il peut d'ailleurs y en avoir plus que 3, il peut y en avoir 5 ou 7. Il va écraser au fur et à mesure jusqu'à dévoiler la dernière, c'est celle-là qui avait le clou. Et il y a aussi tout simplement le bonneto, que ce soit avec des gobelets ou avec des cartes à jouer, et puis même plus globalement, la plupart des tours de paris. Comme d'habitude, si vous avez d'autres idées en tête, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Les effets de coïncidence ou de maîtrise du hasard plaisent aux spectateurs parce qu'ils semblent impossibles, ou plutôt improbables comme dirait Sheldon. Mais il faut se méfier de ne pas tomber dans une présentation qui ressemblerait plus à un puzzle, à une énigme, qu'à de la magie. Pour ça, en fait, à mon avis, il faut être clair sur l'origine de la coïncidence. Elle doit avoir une raison, une justification, comme le contrôle du hasard par le magicien ou le destin, comme on l'a vu. Sans ça, l'effet magique ne va être réduit qu'à de la chance, et c'est bien dommage, parce qu'il pourrait être bien plus percutant pour le public simplement en jouant sur la mise en scène. Il existe plusieurs manières pour gagner à tous les coups à pile ou face, et je vais vous en expliquer quelques-unes, bande de petits vénards. Mais avant, je tiens à vous rappeler qu'on est ici pour faire et pour apprendre des tours de magie. Donc je vous demanderai d'utiliser ces techniques uniquement dans un cadre d'amusement, de loisir, et pas pour gagner de l'argent, pour gagner des paris de manière malhonnête. Dans ces cas-là, s'il vous plaît, ne trichez pas, assumez simplement votre victoire ou votre défaite. C'est une question de respect, respect des règles du jeu et respect aussi de la personne contre laquelle vous avez joué. Bon, maintenant qu'on a dit ça, voyons comment on peut s'amuser un peu à contrôler le hasard en jouant à un pile ou face magique. Déjà, petit rappel si besoin, chaque pièce de monnaie a 2 faces. Et oui. Non, à un côté pile, ça va être le côté où est écrit la valeur de la pièce. Alors, je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Voilà, là j'ai une pièce de 2 € avec le 2, donc ça c'est le côté pile. C'est là où il y a écrit le montant en fait. Et un côté face, c'est là où il va y avoir le dessin, le personnage, d'où la face de la pièce. Et le jeu de pile ou face consiste à départager 2 personnes, il y en a une qui choisit pile, l'autre qui choisit face, on lance la pièce en l'air et la personne qui avait choisi la face obtenue gagne le pari. On peut aussi s'en servir pour faire un choix entre 2 décisions, et ça on y reviendra dans la dernière partie de la vidéo. La première méthode qu'on va voir pour s'assurer de gagner, et sûrement la plus fiable, c'est l'utilisation d'une pièce double face. Alors j'en ai une ici, une pièce de 50 centimes, vous voyez que j'ai une face pile avec le 50, et de l'autre côté j'ai aussi une face pile avec le 50. Donc là forcément si je lance la pièce, je suis sûr qu'elle va tomber sur pile. Ce genre de pièce peut se trouver dans toutes les boutiques de magie et aussi assez facilement sur internet. Alors évidemment, pour gagner, vous allez devoir choisir la face, donc vous ne pouvez pas laisser ce choix à votre adversaire. Vous ne pouvez pas non plus enchaîner trop de parties parce que vous risqueriez de vous faire prendre au bout d'un moment, sans parler qu'il faudra peut-être faire un change de pièce si jamais votre adversaire demande à l'examiner à un moment donné, ou à lancer lui-même la pièce. Mais dans le cadre d'un tour de magie avec un seul lancer, ça marche très bien. Deuxième méthode, un peu plus mathématique et tordue aussi un peu, c'est l'utilisation de 2 pièces normales, cette fois. Alors vous serez d'accord qu'en jetant 2 pièces, on peut obtenir pile-pile, face-face ou pile-face. Eh bien, les mathématiciens et les lycéens savent qu'en réalité, pile et face a 2 fois plus de chances de tomber que pile-pile ou que face-face. Ça s'explique simplement en envisageant chaque résultat obtenu par chacune des 2 pièces. On peut obtenir pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Donc il y a 2 chances sur 4 d'avoir pile et face, mais il n'y en a qu'une seule d'avoir face-face et une seule aussi sur 4 d'avoir pile-pile. Donc en choisissant pile et face, vous n'êtes pas sûr de gagner, mais vous gagnerez plus souvent qu'en choisissant pile-pile ou face-face. En présentant les choses de la bonne manière, vous allez pouvoir masquer ça au public qui pense en fait que chaque sortie a une chance sur 3, ce qui n'est pas le cas. On retrouve d'ailleurs aussi ce principe en jetant 2 dés normaux à 6 faces. Le chiffre 7 a mathématiquement plus de chances de sortir, pour les mêmes raisons, ce qui peut vous donner un léger avantage là aussi. La troisième méthode, qui demande un peu d'entraînement, cette fois, elle consiste à faire tourner la pièce sur la table, en la penchant légèrement pour positionner la face souhaitée vers le haut.
Et donc la pièce va tourner sur elle-même en conservant en fait cette face sur le dessus jusqu'à la fin. Donc bon, là pour ça il faut une surface plate, comme une table, et ça nécessite un peu d'entraînement pour que ce ne soit pas visible des spectateurs, c'est-à-dire pour pas trop pencher la pièce. Mais ça fonctionne plutôt bien. Donc en gros, ça consiste à pencher la pièce légèrement vers l'arrière ou vers l'avant pour obtenir soit pile soit face vers le haut, et vous allez donner un coup pour qu'elle tourne, et le fait qu'elle tourne sur elle-même en étant penchée, en fait elle va continuer à tourner jusqu'à finir de tourner et s'aplatir sur la face que vous aviez choisie. Une variante de cette méthode, elle consiste à lancer la pièce en l'air en lui donnant non pas une rotation sur elle-même, mais un effet d'ondulation. Alors je vais prendre une pièce un peu plus grosse pour vous expliquer. En gros, la pièce ne va pas tourner sur elle-même comme ça, mais elle va faire un effet comme ça d'ondulation dans l'air. Et avec le mouvement de haut vers le bas du lancer qui est quand même rapide, en fait on ne voit pas la différence avec le fait que la pièce est vraiment tournée sur elle-même. Ce qui fait que vous allez pouvoir contrôler en partant par exemple de la face de la pièce, en la lançant de cette manière-là, vous allez pouvoir faire en sorte qu'elle retombe sur la face, ou sur pile, comme vous voulez. Ça nécessite là aussi pas mal d'entraînement, mais ça peut valoir le coup, vous trouverez sur YouTube des vidéos qui expliquent ce principe en détail. La dernière manière de faire est ma préférée, j'avoue. Je l'ai vu dans une vidéo YouTube il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais revu expliqué nulle part depuis, ni dans des bouquins, ni dans d'autres vidéos. Donc surtout, si vous savez d'où vient cette méthode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et puis s'il s'agit d'un principe protégé, je supprimerai ce passage de la vidéo bien sûr. Le principe repose sur le fait que la majorité des pièces en euros, elles ont une face plus rugueuse que l'autre. Souvent ça va être le côté face qui va être plus rugueux que le côté pile. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est surtout vrai à partir des 10 centimes. Donc avec 1, 2 et 5 centimes, c'est pas forcément vrai. À partir de 10, 20, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, vous verrez, vous pouvez essayer avec quelques pièces, vous allez voir qu'il y a un côté qui est nettement, clairement plus rugueux que l'autre. Et donc voilà comment ça se passe. Vous allez lancer la pièce, vous allez la récupérer, vous allez la placer sur l'autre main en la laissant masquer, et puis ensuite vous allez dévoiler la face et vous gagnez à tous les coups. Alors comment c'est possible? En fait, après le lancer, au moment de récupérer la pièce, vous prenez une fraction de seconde pour passer votre pouce dessus. Donc ça se fait, alors je vais essayer de le faire, je ne sais pas si sur la caméra ça va bien se voir, mais en gros vous faites comme ça, et là ça y est, je le sais. Je sais où se trouve le pile et où se trouve le face. Parce que j'ai récupéré la pièce et j'ai passé juste mon doigt dessus, mon pouce. Donc là, à partir de ce moment-là, je sais si je me trouve avec la face pile ou la face face contre mon pouce. Donc je vais pouvoir ensuite placer la pièce sur mon autre main de sorte à obtenir la face qui m'arrange, que je veux. Alors soit elle atterrit directement du bon côté, c'est-à-dire que votre pouce est contre la face choisie par l'adversaire. Dans ce cas c'est simple, il suffit de retourner la main et de plaquer la pièce comme ça pour retourner la pièce et avoir la face qui vous intéresse vous vers le dessus. Soit c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous sentez avec votre pouce que vous êtes tombé sur votre face à vous, et dans ce cas il y a deux manières de faire. Soit vous allez effectuer une rotation de la main comme ça en retenant la pièce pour la retourner avant de la déposer, donc là je vous montre, c'est-à-dire qu'au lieu de plaquer la pièce comme ça, je vais plier en fait mes doigts vers l'arrière pour laisser la face vers le haut, puisque je vous rappelle que c'est celle-là que je veux obtenir. Donc je vais plier la main et je vais aller déposer la pièce en réalité comme ça sur ma main. Donc là c'est un petit peu plus visible, je vais essayer, c'est pas facile avec la caméra, mais en gros ça donne ça. Voilà, et là vous obtenez la face que vous voulez. Vous pouvez aussi tout simplement, si jamais donc vous sentez avec votre pouce que vous êtes sur la face qui vous intéresse, vous pouvez aussi tout simplement laisser la pièce dans la main. Vous n'êtes pas obligé de la mettre sur l'autre main, donc vous la laissez dans la main, au bout des doigts. Donc vous la laissez sur le bout des doigts comme ça. Et puis au moment de dévoiler le tirage, en fait vous allez simplement ouvrir la main pour montrer que la pièce est tombée sur le pile ou le face en fonction de ce qui vous arrange. Alors bien sûr là aussi il va falloir beaucoup vous entraîner, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On prend le coup au bout de une quinzaine ou une vingtaine de tests. Vous allez voir, vous lancez la pièce, vous lancez, et en fait à chaque fois vous prenez l'habitude de passer votre pouce sur la pièce au moment où vous l'avez récupérée sur les doigts. Déjà faites ça. Et ensuite, dites-vous, ah oui, ça c'est pile, ça c'est face, ça c'est pile, ça c'est face. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer d'obtenir le pile ou le face sur votre main. Donc en quelques minutes, on va dire, allez, en une demi-heure,
En une demi-heure de travail, déjà, vous allez voir que vous allez choper le coup et que c'est pas très très compliqué à faire. Par contre, ce travail, il vaut vraiment le coup parce que cette méthode, elle a beaucoup de points forts. Déjà, les mouvements, ils sont logiques, hein, ils sont habituels. Hein. Généralement, on va lancer la pièce, on la récupère et on la pose à plat sur la main. Donc ça, c'est classique. Ou alors, on va la lancer, on va la récupérer et on va montrer qu'elle est tombée sur tel. Donc ça, vous pouvez complètement le gérer. La pièce, elle est ordinaire aussi. Ça, c'est hyper important et elle peut être empruntée. Parce que dans la plupart des cas, comme je vous dis, vous allez pouvoir essayer avec plein de pièces que vous avez chez vous, vous allez voir qu'il y a bien un côté rugueux et un côté lisse. Par contre, si jamais vous empruntez la pièce, il va falloir prendre une petite seconde pour vous assurer de quel côté est rugueux et quel côté est lisse. Si jamais vous voyez que la pièce que vous avez empruntée, elle n'a pas cette distinction-là, elle est autant lisse des deux côtés, ça se trouve notamment sur les pièces non françaises en euros, par exemple les pièces belges, les pièces allemandes aussi, elles sont pas si rugueuses que ça sur la face, et donc du coup vous risquez d'être un peu marron. Donc dans ce cas, soit vous demandez une autre pièce, alors il faut essayer de le justifier, il ne faut pas que ça passe, faut pas que ça fasse des soupçons quoi, pour le public. Soit vous faites un change, mais bon dans ce cas, venez directement avec votre pièce, quoi, pourquoi pas. Un autre avantage de cette méthode aussi, c'est que l'adversaire va pouvoir choisir la face qu'il veut, puisque vous contrôlez le résultat. Et aussi, à tout moment, il va pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'il peut choisir sa face avant le lancer, ensuite vous lancez la pièce, pendant que la pièce tourne, pourquoi pas, ou même après le lancer, puisque finalement, vous allez pouvoir ajuster le résultat au moment où vous allez poser la pièce ou où vous allez la dévoiler. Quitte éventuellement à la garder au repos, au bout des doigts, avec la main fermée, comme ça, en attendant qu'il se décide, et ensuite vous allez pouvoir soit tendre la main pour montrer, soit retourner la main, alors je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà, c'est-à-dire que vous avez la main comme ça, et vous allez retourner la main en faisant basculer la pièce. Donc vous allez pouvoir d'une seule main, vous lancez la pièce, vous vérifiez quel est le côté, pile face, et là vous allez pouvoir soit montrer le pile, soit montrer la face en faisant basculer la pièce dans la main. Et pour le spectateur, rien ne s'est passé. Et enfin, vous pourrez aussi le refaire plusieurs fois d'affilée sans aucun souci puisque vous allez pouvoir faire gagner pile ou face, comme ça vous arrange. Au bout d'un moment, forcément, le spectateur va se douter que vous arrivez à contrôler le tirage, mais il ne saura pas comment, et ça restera magique. Alors, dernière petite astuce psychologique par rapport à ça, si vous le faites dans le strict cadre du jeu pile ou face, donc en dehors d'un tour de magie, je vous recommande de laisser gagner votre adversaire une fois de temps en temps quand même, ça limitera ses soupçons. Et puis si vous présentez ça plutôt dans le cadre d'un tour de magie, pour pas énerver inutilement votre spectateur, moi je vous conseille de ne pas le faire perdre, mais plutôt de le faire gagner, contrairement à ce qu'on voit trop souvent dans les tours faisant intervenir le hasard. C'est toujours le magicien qui gagne, je vois pas trop pourquoi. Alors souvent c'est parce qu'il y a un billet par exemple à gagner, mais vous n'êtes pas obligé dans le cadre de votre tour de magie de faire gagner un billet, vous pouvez faire gagner un bonbon, même pourquoi pas une petite pièce de 50 centimes, et vous le faites gagner. Une idée par exemple de présentation, ça pourrait être de lui demander de garder un petit instant la pièce entre ses mains pour lui transmettre son énergie et ensuite vous allez lui montrer que la pièce lui obéit, pile, face, en fonction de ce qu'il choisit. Ça peut faire un très beau tour et dans lequel pour une fois le spectateur se sentira ni frustré ni dévalorisé par le magicien. Alors, on en a déjà parlé de ça, mais c'est hyper important vraiment d'avoir de la bienveillance envers vos spectateurs. Moi, j'ai toujours eu horreur de ces tours de magie où le magicien il gagne et le spectateur il perd. Et tant pis pour sa tronche. Mais moi, je trouve pas ça cool, vraiment, parce que si justement le magicien est magicien, alors ça peut être effectivement justifié de dire qu'on tire profit de la magie pour gagner, ok, mais on peut aussi tirer profit de la magie pour faire le bien et donc pour faire gagner les autres, pourquoi pas. Et je trouve que ça a une autre dimension, quoi. C'est quand même un petit peu plus sympa pour le spectateur plutôt qu'il arrive en se disant de toute façon je vais perdre, quoi. Donc essayez de penser à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser le jeu de pile ou face pour prendre une décision. Par exemple, on se dit pile, j'y vais, face, je reste à la maison. Et bien, pour ça, on peut aussi se servir d'une pièce du destin. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des pièces sur lesquelles figure une face oui ou yes et une face non ou no. Je la mets dans le bon sens, voilà. Le principe va être un peu le même qu'avec pile ou face, sauf qu'ici on va poser une question à la pièce et elle va y répondre par oui ou par non. En utilisant les méthodes vues dans le chapitre précédent, on peut adapter un tour de magie pour faire en sorte que ce soit la pièce qui va deviner une pensée, une carte choisie, un nombre, ou l'avenir aussi, pourquoi pas.
Par exemple, pour une pensée, on pourrait demander à la pièce, est-ce que le spectateur a pensé à un animal? Oui, non. À une personne? Oui, non. Est-ce que c'est un homme, une femme, etc. Et c'est la pièce en fait qui va révéler oui, non. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ça peut être un peu pénible, mais ça change un petit peu et ça donne une autre dimension autour, parce que là, vous voyez que c'est en fait l'objet qui devient magique. Donc c'est sympa. Vous pourrez trouver ces pièces sur les sites internet de vente en ligne, hein, tout simplement, donc Amazon, Cdiscount, AliExpress, etc. Dans plusieurs formats de taille, hein, on va y revenir, pour une dizaine d'euros à peu près, voire moins. Et alors donc oui, méfiez-vous de la taille des pièces, hein. Certaines font 4 mm, je crois que c'est le cas de celle-là par exemple, et d'autres font 3,8 comme celle-ci. Bref, lisez bien les descriptions et les avis avant de commander et comparez la taille avec des pièces que vous avez déjà pour trouver la taille qui vous conviendra le mieux. Donc vous voyez par exemple ici j'ai un demi-dollar, ici j'ai une pièce oui non, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, voilà. Donc le non ici et le oui ici, donc vous voyez c'est vraiment une pièce de divination, hein, un peu ésotérique, moi j'adore ça, je trouve ça vraiment trop stylé. Donc ici j'ai un dollar Morgan, et puis ici la pièce oui non, yes no que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc elles existent aussi en plusieurs couleurs, hein. Celle-ci existe en doré aussi comme ça, ou en couleur bronze un petit peu, voilà. Celle-là aussi existe en couleur argent. Et la taille est assez importante, hein, même si là on n'a pas vraiment l'impression. Vous voyez qu'en main c'est quand même... Attendez, je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà. Vous voyez qu'en main c'est pas du tout la même taille, hein. Donc même si elles se ressemblent au niveau de la taille, on n'a pas l'impression qu'il y ait une si grosse différence que ça. Une fois que vous les manipulez, vraiment la différence elle se fait sentir, quoi. Donc voilà, vous voyez la différence donc avec un Morgan, un petit peu plus petit, celle-ci qui est encore un petit peu plus petite, celle-là est à peu près de la taille d'un dollar Morgan en fait, hein. Et puis celle-ci qui est encore plus petite. Et alors donc méfiez-vous, oui, parce que... Bon, moi j'ai trouvé ces deux-là que je trouvais assez jolis, mais même ces deux-là existent en plusieurs formats. C'est-à-dire que celle-là vous la trouvez en plus petite, celle-là aussi en vraiment toute petite, celle-là elle existe aussi en plus grande, de cette taille-là. Donc voilà, méfiez-vous, mesurez bien et renseignez-vous bien sur la taille avant de les commander. Vous verrez aussi sur internet qu'il existe, notamment celle-ci, la Yes No brillante là, elle existe en double face Yes et double face No, pour truquer le lancer. Donc ça peut être pratique aussi. Si vous voulez des idées de routine, vous pouvez vous tourner vers The Secret de Sylvain Vip et Maxime Schultz, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Voilà, il y a un livre, il y a une pièce qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais qui est un petit peu plus jolie que celle-ci, et c'est dans les 70 €. Mais je pense que vous devriez pouvoir le trouver un petit peu moins cher de temps en temps avec les promotions, etc. Donc je vous laisse voir tout ça si ça vous intéresse. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager vos idées, vos conseils dans les commentaires de la vidéo, hein. C'est vraiment fait pour ça. En plus, ça booste un petit peu la chaîne, hein. Plus il y a de commentaires, plus la chaîne, les vidéos seront proposées. Donc n'hésitez pas à spammer les commentaires et à donner plein d'idées. Comme ça, on partage et c'est toujours très intéressant et enrichissant. Donc allez-y, surtout ne vous retenez pas. Même si c'est pour faire juste un petit coucou, c'est toujours sympa. Pour les philosophes, le concept de hasard est un sujet sans fin. Qu'est-ce que le hasard? Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que c'est vrai que quand on lance un dé, s'il atterrit sur une face donnée, c'est parce qu'il y a un ensemble de paramètres qui étaient réunis pour ça. La force du lancer, la face initiale, la hauteur, le poids du dé, la mollesse du tapis. Si on relançait le dé en reprenant exactement les mêmes conditions, est-ce qu'il retomberait exactement sur la même face? Peut-être, mais peut-être pas. On ne sait pas en fait. Alors généralement, on finit par accepter le hasard comme étant l'ensemble des conditions qu'on ne peut pas maîtriser ou calculer. Pour le magicien, en tout cas, c'est un support très intéressant pour de nombreux tours dans lesquels il va pouvoir s'amuser avec le hasard, faire croire au public qu'il le maîtrise, arriver à faire se réaliser des coïncidences qui semblent impossibles, incroyables. C'est un élément important qui, à mon avis, doit être intégré au moins une fois dans chaque spectacle. J'espère que ce nouveau numéro du Mag Magique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de partir. Je vous laisse comme d'habitude sur la petite citation magique et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.